Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et ce jour-là, j'aurais dû simplement être la sœur de la mariée. Rien de plus, rien de moins. Mais à peine avais-je franchi la porte de la salle que tous les regards se sont tournés vers moi. Les conversations se sont tues, puis un murmure a glissé dans l'air, un murmure qui faisait mal. Julie, ma sœur, la star de la journée, m'a détaillé de haut en bas, sa bouche étirée d'un faux sourire. Tu es venue avec ça? A-t-elle lancé, assez fort pour que toute la table d'honneur entende. Un rire a éclaté quelque part derrière moi. Ma robe, simple, beige clair, cousue par mes soins, n'avait rien d'extravagant. Mais dans leurs yeux, c'était une faute. Une provocation. Ma mère, assise au premier rang, a levé les yeux au ciel. Mon père a pris son verre de vin, gêné, sans un mot pour me défendre. La musique jouait encore doucement, un air de piano mêlé au chuchotement. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient. J'ai forcé un sourire. Pas pour eux, pour moi. Parce que je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Et quand mes yeux ont croisé ceux du marié, un regard long. Troublé, presque coupable, j'ai compris que cette journée ne serait pas celle qu'ils avaient prévue. Ils pensaient m'humilier, me réduire au silence. Mais ce soir-là, c'est eux qui allaient rougir. Depuis toujours, Julie avait été la lumière de la maison. Elle riait fort, parlait fort, et mes parents l'écoutaient comme si chaque mot sortait d'un livre sacré. Moi, j'étais celle qui observait. Celle qui rangeait, qui réparait, qui s'effaçait pour que tout brille autour d'elle. Petite, j'avais vite compris que dans notre famille, l'amour se mesurait au volume des applaudissements. Julie gagnait des concours de danse, posait pour les photos, et chaque fois que le flash crépitait, ma mère disait « Regarde comme ta sœur est belle, Camille. Si seulement tu pouvais sourire un peu plus. » J'avais 9 ans quand j'ai cessé d'essayer. Je passais mes après-midi dans la cuisine avec ma grand-mère, la seule qui me regardait vraiment. Elle m'apprenait à coudre, à faire des ourlets précis, à transformer un morceau de tissu en quelque chose de doux et solide. Un jour, ma petite, ce dont te servira, murmurait-elle en glissant une aiguille dans ma main. Les années ont filé. Julie a eu tout ce qu'elle voulait, un appartement payé par papa à 20 ans, une voiture neuve à 22, un poste dans la société familiale sans même passer d'entretien. Moi, je travaillais dans une petite boutique de couture du centre-ville, gagnant à peine 1 350 € par mois. Mais chaque pièce que je créais portait mon nom, ma patience, ma liberté. Papa disait souvent que la couture n'était pas un vrai métier. Maman ajoutait « Tu devrais apprendre à te marier, pas à coudre ». Alors je souriais, encore, pour ne pas pleurer. Un soir de décembre 2020, j'ai surpris une conversation entre mes parents et Julie. J'étais venue rapporter un carnet qu'elle avait oublié. Je me suis arrêtée dans le couloir, la porte entr'ouverte. On devrait mettre la maison au nom de Julie, c'est plus simple, disait mon père. Oui, Camille comprendra, elle n'a jamais voulu s'en occuper, ajoutait ma mère. Mon cœur s'est serré. C'était la maison de mon enfance, celle où chaque mur portait encore la trace des rires et des disputes. Et il parlait déjà de me l'effacer, comme si je n'existais pas. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là, trempée de pluie, la gorge nouée. J'ai sorti mon vieux carnet et j'ai noté chaque mot que j'avais entendu. Maison au nom de Julie, plus simple, Camille comprendra. Je ne savais pas encore comment, mais je me suis juré de ne plus jamais être celle qui comprend en silence. 3 semaines plus tard, ma grand-mère est tombée malade. Et ce jour-là, en rangeant ses affaires à l'hôpital, j'ai trouvé quelque chose dans sa boîte à couture, un document plié en 4, jauni par le temps. Mon nom y apparaissait, à côté de celui de mon grand-père, sous la mention « Droit indivis sur la propriété familiale », acte du 14 mai 1989. Je suis restée figée. Personne ne m'avait jamais parlé de cet acte. Et tout à coup, la maison, leur maison, prenait un autre sens. Je me suis assise sur la chaise de sa chambre, les mains tremblantes, la gorge sèche. Ma grand-mère dormait, paisible. Moi, je venais de comprendre qu'ils avaient bâti leur mensonge sur un terrain qui m'appartenait aussi. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement murmuré « Merci, mamie. Maintenant, je sais ». Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur, cherché acte notarié partage de propriété, et je suis tombée dans un monde de mots froids: créancier, indivision, droit de préemption, acte authentique. Dame mots qui, bientôt, allaient devenir mes armes. Après la mort de ma grand-mère, quelque chose en moi s'est figé. Pendant des jours, j'ai gardé ce document dans un tiroir, comme un secret brûlant entre mes mains. Je continuais à aller au travail, à sourire aux clientes. Mais la voix de ma grand-mère me revenait sans cesse: ce dont te servira. Elle ne parlait peut-être pas seulement de la couture. En janvier 2021, j'ai ouvert un compte épargne discret. À la banque postale, juste à mon nom. Chaque mois, je déposais 200 €. C'était peu, mais c'était à moi. À la boutique, ma patronne, une femme nommée Nadia, m'a proposé d'apprendre la gestion et les devis. Tu es sérieuse, Camille? Je pourrais te confier plus, si tu veux. Pour la première fois, quelqu'un croyait que je valais plus que ce qu'on me disait. Pendant ce temps,
Julie vivait dans un monde parallèle, photos de vacances à Dubaï. Brunch à Paris, cadeaux hors de prix que mes parents finançaient encore. Un soir, elle est passée à la boutique. Toujours coincée ici. Je lui ai répondu calmement, oui, mais au moins je gagne ma vie honnêtement. Elle a ri, ce rire vide que je connaissais par cœur. Les mois ont passé. En juin 2022, j'ai obtenu une certification de styliste indépendante grâce à une formation en ligne que j'avais payée en secret. J'avais commencé à vendre mes propres créations sur Internet. Une robe ici, un chemisier là. Lentement, ma signature Camille D commençait à circuler. Puis, un matin de novembre, une enveloppe épaisse m'attendait dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, une invitation dorée, le mariage de Julie et Thomas Château de Villeneuve, le 14 mai 2023. Mon estomac s'est serré. Je connaissais Thomas. Pas bien, mais assez. Il venait souvent à la maison quand Julie et lui n'étaient encore qu'amis. Il avait ce regard tranquille, un peu trop doux pour elle. Et à l'époque, je m'étais surprise à penser qu'il méritait mieux. J'ai posé la carte sur la table, le cœur battant. Sur le carton, en lettres calligraphiées, il y avait une phrase « La famille avant tout ». Ironique. Eux, qui m'avaient effacé de chaque décision, m'invitaient à célébrer leur bonheur. Je n'avais pas encore décidé d'y aller. Mais 2 semaines plus tard, un appel de ma mère a tranché pour moi. « Julie veut que tu viennes. Ce serait mal vu que tu refuses. Et essaie au moins de t'habiller. Correctement cette fois. » Cette phrase, lâchée d'un ton froid, a résonné dans ma tête toute la nuit. J'ai ouvert mon armoire. Mes doigts ont glissé sur les tissus, les dentelles, les rubans. Et soudain, j'ai su. Je n'achèterai pas une robe. Je la ferai moi-même. Chaque soir, après le travail, je cousais en silence. Une robe couleur sable, simple, élégante, inspirée d'un modèle ancien. Pas pour rivaliser avec elle. Pour exister, enfin, à ma manière. La veille du mariage, j'ai glissé dans mon sac 2 choses, le document notarié de 1989, et ma robe. Je ne savais pas encore que ces 2 objets allaient tout bouleverser. Le mariage de Julie ressemblait à un film dont je ne faisais pas partie. Le château de Villeneuve brillait sous le soleil de mai, les murs couverts de fleurs blanches, la pelouse tondue à la perfection. Tout respirait la richesse et le contrôle, ce contrôle qu'elle avait toujours cherché à exercer sur moi. En arrivant, j'ai senti les regards. Pas de bienveillance, mais de jugement. Ma robe, faite de lin clair, épousait doucement mes épaules. Elle contrastait avec les robes extravagantes des invités, chargées de sequins et de paillettes. Julie s'est approchée, le visage maquillé à l'excès, entourée de ses demoiselles d'honneur. « Camille, c'est adorable, tu ressembles presque à une demoiselle d'honneur. » Rire étouffé. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Au repas, ma mère s'est assise à côté de moi, l'air agacé. « Essaie de sourire un peu, tout le monde va penser que tu fais la tête. » J'ai pris une gorgée de vin, lente, mesurée. « Maman, je souris quand j'en ai envie. » Elle a baissé les yeux, vexée. Puis il y a eu ce moment étrange. Le marié, Thomas, est venu porter un toast. Son regard a effleuré le mien, furtif, avant de se perdre dans le vide. J'ai vu son hésitation, une ombre traverser son sourire. Quelque chose sonnait faux. Au dessert, Julie a frappé son verre avec sa cuillère. J'aimerais remercier ma famille. Surtout ma sœur, qui a toujours été si discrète. La salle a ri. Mon père a ajouté « Oui, notre Camille, la petite main de l'ombre. » Toujours sage, toujours raisonnable. Les rires ont redoublé. J'ai senti mes yeux brûler, mais je ne leur ferai pas ce cadeau. J'ai sorti discrètement mon téléphone. 21h47. Un message envoyé à moi-même, simple, ne pas oublier, acte notarié 14 mai 1989. C'était mon rappel. Mon encre. Un peu plus tard, alors que les invités dansaient, je suis sorti prendre l'air. Le jardin était éclairé par des guirlandes suspendues aux arbres. Thomas m'a rejointe. Tu vas bien? Pourquoi? Julie a peut-être un peu exagéré. Je l'ai regardé, intrigué. Tu savais pour la maison. Son silence a été plus clair que n'importe quelle réponse. Alors oui, tu savais. Il a détourné les yeux. Je t'assure, Camille, ce n'est pas ce que tu crois. Je crois seulement que tout finit par se savoir. Je suis rentrée dans la salle. Julie riait fort, serrée contre lui comme pour me rappeler qu'il lui appartenait. Mais moi, je savais autre chose que la maison. Leur fierté ne leur appartenait pas entièrement. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous chez Maître Léger, notaire à Lyon. Pour le vendredi le 19 mai à 14h30. J'ai rassemblé tous les papiers, copies de l'acte, carte d'identité, livret de famille et un relevé cadastral que j'avais imprimé. La veille du rendez-vous, j'ai reçu un message de Julie. « Merci d'être venu. J'espère que tu ne t'es pas trop senti déplacé. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée d'écrire dans mon carnet « Ils vont bientôt comprendre ce que c'est que d'être déplacé. » Le 19 mai, en entrant dans le bureau du notaire, je n'étais plus la même femme. Le cœur battant, j'ai posé l'acte sur la table.
Je crois que ma famille a oublié de me mentionner dans certains papiers. Le notaire a levé les yeux, ajusté ses lunettes, et lu en silence pendant plusieurs minutes. Puis il a dit doucement: « Eh bien, mademoiselle Dupont, il semble qu'ils aient un sérieux problème. » Mon souffle s'est suspendu. Je savais que ce moment marquait le début de quelque chose de plus grand. Le soir même, après mon rendez-vous chez Maître Léger, j'ai marché longtemps dans les rues de Lyon. Les pavés encore humides brillaient sous les réverbères. Je sentais un mélange d'euphorie et de peur. Pour la première fois, je tenais quelque chose de concret, un droit, une preuve, une arme. Le notaire m'avait expliqué calmement: cet acte vous reconnaît comme co-indivisaire du bien familial. En cas de vente, vous avez droit à votre part, ou au moins à une soulte compensatoire. J'avais noté chaque mot dans mon carnet. Soulte, co-indivision, acte authentique. Dame, mot qui donnait du poids à mon existence. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. 19h12. Camille, tu es allée voir un notaire. Julie m'a dit qu'elle avait reçu un appel de l'étude. J'ai pris une respiration lente. Oui, maman. J'avais besoin d'éclaircir certaines choses. Mais enfin, tu veux ruiner le mariage de ta sœur. Le mariage est fini, maman. C'est ma vie dont il s'agit, pas la sienne. Silence. Puis, une voix plus dure: si ton père apprend ça, il te coupera les vivres. J'ai souri sans qu'elle le voie. Il ne me verse rien depuis 3 ans. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le lendemain, j'ai reçu un courriel de Julie: si tu continues, je jure que je ferai tout pour te faire passer pour folle. On dira que tu inventes tout pour de l'argent. Tu n'auras rien, Camille. Rien. J'ai transféré le mail à Maître Léger à 8h32. Sa réponse a été immédiate: conservez tous les messages. Il pourrait prouver l'intention de pression ou de diffamation. Les jours suivants ont été une tempête. Papa a laissé 3 messages vocaux, l'un d'eux à 22h47, plein de colère: tu crois que tu vas te battre contre ta famille? Tu n'as pas les moyens ni les épaules. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai rien dit à personne. Mais le lendemain matin, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur, Affaire Dupont-Preuve. J'y ai enregistré chaque email, chaque SMS, chaque enregistrement vocal. Ma vie est devenue une suite de silences tendus. Au travail, Nadia m'a remarqué distraite. Tout va bien, Camille? Oui, je fais juste le tri. Le tri? Dans ma famille. En juin, j'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception. Expéditeur Maître Giraud, avocat de mes parents. Madame Dupont, nous vous prions de cesser toute tentative de revendication concernant le bien familial si à Saint-Clair. Ce bien appartient exclusivement à Monsieur et Madame Dupont, par acte du 3 février 2005. J'ai relu la phrase plusieurs fois, mais je connaissais désormais la loi. Leur acte de 2005 n'annulait pas celui de 1989, car aucune cession notariée n'avait été enregistrée entre-temps. Le lendemain, j'ai repris rendez-vous chez Maître Léger. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ils veulent vous intimider. Mais juridiquement, ils sont fragiles. Et si je veux réclamer ma part, alors nous lancerons une demande de reconnaissance de dette, suivie d'un partage judiciaire si nécessaire. Ces mots ont résonné en moi comme une promesse. Je n'étais plus la petite sœur docile. Je devenais une femme avec des preuves, une voix et un nom sur un acte. Mais la guerre n'était pas finie. Une semaine plus tard, un groupe WhatsApp familial est apparu sur mon téléphone famille. Julie y avait ajouté tout le monde sauf que le ton n'avait rien d'affectueux. Julie, je veux qu'on parle de Camille. Elle veut prendre la maison. Papa, on réglera ça vite. Elle n'a aucun droit. Maman, tu exagères, Camille. Supprime ce groupe, Julie. Julie, non. Tout le monde doit savoir. Elle veut nous voler. Je suis restée silencieuse. Puis j'ai tapé une seule phrase: ce n'est pas un vol quand c'est écrit noir sur blanc dans un acte notarié. Le groupe s'est tu. Personne n'a répondu. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille. Et j'avais raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message anonyme: tu crois que la vérité te sauvera? Elle te détruira avant. J'ai levé les yeux du téléphone. Je n'avais plus peur. Je savais que la prochaine étape serait frontale. Et elle viendrait plus vite que prévu. Le 3 juillet 2023, j'ai reçu un appel du cabinet de Maître Léger. Mademoiselle Dupont, votre sœur et vos parents ont accepté une réunion de conciliation. Vendredi, 10h. J'ai eu un instant d'hésitation. Ce mot conciliation sonnait faux. Ce n'était pas la paix qu'ils cherchaient, c'était le contrôle. Mais j'ai dit oui. Le vendredi matin, je suis arrivée devant l'étude notariale avec une chemise grise sous le bras. À l'intérieur, les copies certifiées de l'acte de 1989, l'historique cadastral et les impressions des messages reçus. Le ciel était lourd, presque orageux. Une chaleur dense, moite, qui collait à la peau. Quand je suis entrée, ils étaient déjà là. Julie, éclatante dans sa robe blanche, un sourire de façade accroché au visage. Papa, raide dans son costume, les bras croisés. Maman, nerveuse, triturant son sac à main.
Maître Léger m'a fait signe de m'asseoir. Nous sommes ici pour clarifier la situation juridique du bien de Sinclair. Papa a pris la parole, d'une voix sèche, il n'y a rien à clarifier. Cette maison nous appartient. Camille n'a aucun droit dessus. Le notaire a ouvert un dossier, en a sorti une feuille. Justement, l'acte de 1989 prouve le contraire. À cette date, la propriété a été enregistrée en indivision entre feu monsieur et madame Rousseau, les parents de madame Dupont, et leur petite-fille Camille Dupont. Un silence lourd a suivi. Julie a éclaté de rire. C'est ridicule. Ma sœur invente encore une histoire pour attirer l'attention. Le notaire a continué calmement, j'ai vérifié au service de la publicité foncière. Aucune cession n'a été enregistrée depuis. Cet acte est toujours en vigueur. Les mains de mon père ont tremblé légèrement. Mais, c'est impossible, nous avons signé un acte en 2005. Oui, mais sans la signature de mademoiselle Dupont, il n'a pas de valeur sur sa part. Ma mère a posé sa main sur la table. Camille, tu veux vraiment nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez rien fait pour moi. Vous m'avez effacé, maman. Même de votre mémoire. Julie a bondi de sa chaise. Tout ça pour de l'argent, hein? Tu veux juste ta part, c'est ça? Je me suis levée lentement. Non, Julie. Je veux seulement que la vérité soit écrite. Comme elle l'était déjà, depuis 1989. Elle a voulu répondre, mais Maître Léger a ajouté légalement, Mademoiselle Dupont peut exiger soit la moitié de la valeur du bien, soit un droit de préemption si la maison est mise en vente. Je vous conseille de régler cela à l'amiable avant d'engager une procédure judiciaire. Mon père a murmuré, furieux, tu n'auras rien. Même pas notre nom. Je me suis tournée vers lui, le cœur battant. Vous avez déjà tout pris, papa. Mais celui-là, vous ne pouvez plus. Le notaire a proposé une pause. Dans le couloir, Julie m'a suivi. Tu crois que t'as gagné? Thomas m'a dit que tu l'avais regardé comme une idiote le jour du mariage. Je l'ai fixé sans ciller. Tu veux la vérité, Julie? Ce n'était pas moi qui le regardais. C'était lui. Elle a pâli. Je n'ai rien ajouté. Je suis rentrée dans la salle, plus droite, plus calme. Maître Léger m'a tendu un stylo. Nous allons rédiger un procès-verbal de reconnaissance de propriété partagée. Julie a hurlé, c'est hors de question. Mais Maître Léger a répondu sans lever la voix, vous pouvez refuser, bien sûr. Mais le juge tranchera. Et au vu des éléments, il tranchera vite. Je n'avais jamais vu ma sœur se taire aussi longtemps. Le monde semblait suspendu. Et dans ce silence, j'ai compris que la balance venait de s'inverser. Le procès-verbal signé, je suis sortie de l'étude notariale avec la sensation étrange d'avoir gagné une bataille silencieuse. Mais je savais que la guerre, elle, n'était pas terminée. 2 jours plus tard, Julie a publié un long message sur les réseaux. Certaines personnes n'ont aucune honte. Quand la jalousie ronge, on attaque même sa propre famille. Triste époque. Les commentaires se sont déchaînés. Dames amies d'enfance, des cousines lointaines. Toutes prenaient parti. J'étais devenue la méchante de l'histoire, celle qui détruisait la famille pour de l'argent. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement publié, le lendemain, une photo sobre d'un dossier posé sur une table, et la légende « La vérité ne fait pas de bruit ». Elle se signe. À 22h14, Thomas m'a envoyé un message. Je suis désolée. Je n'ai pas eu le courage de parler. Mais je t'ai toujours respecté. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste écrit, alors commence par te respecter toi-même. Pendant des semaines, le silence s'est installé entre nous tous. Puis, fin août, j'ai reçu une convocation du tribunal de Lyon. Mes parents refusaient toujours le partage amiable. Maître Léger m'a expliqué que l'audience aurait lieu le 18 octobre à 9h. Il a ajouté doucement, ce sera l'étape la plus difficile. Mais aussi la dernière. Le jour venu, je me suis assise au fond de la salle d'audience. Julie portait un tailleur blanc, presque identique à celui du mariage. Elle me jetait des regards pleins de haine. Mes parents, eux, évitaient le mien. Le juge a feuilleté les documents pendant plusieurs minutes avant de lever la tête. L'acte du 14 mai 1989 établit clairement une indivision. Madame Dupont a donc droit à 50% du bien ou à une compensation financière équivalente à 178 000 €. Un murmure a traversé la salle. Julie a blêmi. Maman a porté une main à sa bouche. Papa a murmuré, ce n'est pas possible. Mais c'était écrit. Et pour la première fois, j'ai senti que la justice, cette fois, portait mon nom. À la sortie du tribunal, les journalistes locaux étaient là sans doute prévenus par quelqu'un de la famille. Une jeune femme s'est approchée, Mademoiselle Dupont. Vous confirmez que vous venez de gagner contre vos parents? Je me suis arrêtée calmement. Non, j'ai gagné contre l'oubli. Le soir, je suis rentrée seule chez moi. La ville paraissait plus silencieuse qu'avant. Sur la table, j'ai posé la copie du jugement et à côté, la robe couleur sable que j'avais cousue. Je l'ai caressée du bout des doigts. Cette robe, qu'ils avaient tournée en ridicule, avait traversé chaque humiliation, chaque blessure.
Elle était devenue mon armure. À 23h08, un message est apparu sur mon écran. Numéro inconnu, tu as détruit ta sœur. Tu dois être fier. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'éteindre le téléphone. Car à cet instant, je savais que la vraie victoire ne se criait pas, elle se vivait. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Léger. Le transfert de propriété sera acté le 2 novembre. Vous pouvez disposer de votre part comme bon vous semble. Je me suis assise sur le rebord de ma fenêtre, regardant la pluie tomber sur les toits gris de la ville. Pour la première fois depuis des années, je respirais sans peur. Mais une question restait, que faire de cette liberté nouvelle? Les jours qui ont suivi le jugement ont eu une saveur étrange. Ni euphorie, ni triomphe. Juste un calme que je n'avais jamais connu. Je passais mes matinées dans le silence de mon petit appartement, la lumière du matin dessinant des ombres douces sur les murs. Le courrier arrivait, les factures, les journaux. Et au milieu d'eux, une lettre du cabinet notarial Léger, notification officielle du transfert de propriété 50% des droits indivis. C'était concret. Ce papier, que j'ai tenu longtemps entre mes doigts, valait plus que tous leurs mots autrefois. Je me suis surprise à penser à ma grand-mère, à son rire discret, à ses mains couvertes d'aiguilles et de fils. Tout ce que j'avais, au fond, venait d'elle. Je lui devais ce courage silencieux. Une semaine plus tard, j'ai pris une décision, vendre ma part. Pas pour l'argent, mais pour tourner la page. Le 14 novembre 2023, la vente a été signée. Ma part m'a rapporté 178 000 €, exactement la somme fixée par le juge. Ce soir-là, je suis retournée à Saint-Clair, seule. La maison se dressait toujours là, immobile, comme figée dans une époque que je ne reconnaissais plus. Les volets fermés, le jardin à moitié sec. J'ai posé ma main sur la grille. Je n'ai pas pleuré. J'ai murmuré simplement « C'est fini, mamie. Je peux partir ». Sur le chemin du retour, j'ai mis la radio. Une chanson ancienne, que j'écoutais enfant, est passée. Et j'ai ri. Pas fort, pas nerveusement, un vrai rire. Le premier depuis des années. Les semaines suivantes, j'ai commencé à revoir ma vie différemment. Je ne regardais plus le passé comme une blessure, mais comme un vêtement qu'on quitte enfin, avec une partie de l'argent. J'ai ouvert mon propre atelier de couture, atelier Rousseau Création sur mesure, en hommage à ma grand-mère. Nadia m'a aidé à trouver le local, une petite boutique avec une grande vitrine donnant sur une rue calme. Le jour de l'ouverture, j'ai accroché la robe couleur sable dans la vitrine. Sans étiquette, sans prix. Elle ne se vendait pas, elle témoignait. Dames clientes sont venues, certaines curieuses, d'autres émues. Et quand une jeune femme m'a demandé « Vous la portiez à quelle occasion ?» J'ai répondu simplement « À celle où j'ai cessé d'avoir honte d'exister ». Le soir, en fermant la boutique, j'ai vu un message de Julie sur mon téléphone. « Je ne dors plus. Je t'en veux, mais je t'envie. » Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'en avais plus besoin. Pour la première fois, je ne vivais plus à travers elle. Je vivais pour moi. Et pourtant, quelque chose me disait que l'histoire n'était pas encore complètement close. Décembre arriva, froid et silencieux. L'atelier marchait bien, mieux que je ne l'aurais cru. Les commandes commençaient à s'enchaîner, les clientes revenaient, certaines m'apportaient même des fleurs. Mais derrière chaque sourire, je sentais encore une ombre, celle d'un passé qui refusait de mourir tout à fait. Un matin, alors que je rangeais les rouleaux de tissu, la clochette de la porte a sonné. J'ai levé les yeux et j'ai figé. Julie, pâle, fatiguée, les cernes profonds, comme si les derniers mois l'avaient vidée. « Je peux te parler ?» Sa voix tremblait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste hoché la tête et fermé la porte. Elle a regardé autour d'elle, touchant les tissus, les mannequins, les croquis accrochés au mur. « C'est beau ici. Merci. » Un silence. Puis elle a soufflé « Je ne dors plus depuis le tribunal. Tout le monde me juge, mes amis se sont éloignés. Même Thomas. Il parle de partir. » Elle a levé les yeux vers moi, humide. « Tu dois être contente. » Je l'ai regardée longtemps. « Non, Julie. Je suis juste en paix. » Elle a baissé la tête. « Je voulais te demander pardon. Pas pour l'argent. Pour tout le reste. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Tu sais, Julie, on ne guérit pas en une phrase. Mais merci d'être venue. » Elle a hoché la tête, essuyant une larme du bout des doigts. « Maman dit que tu lui manques. » J'ai souri doucement. Elle me manquait aussi. Mais parfois, il faut partir pour qu'on nous voie. Julie a pris une profonde inspiration, puis elle est sortie, sans un mot de plus. À travers la vitrine, je l'ai vue s'éloigner sous la pluie, sa silhouette se fondant dans la grisaille de la rue. J'ai senti quelque chose se détacher en moi. Une douleur ancienne, lourde, qui enfin s'éteignait. Le soir, j'ai ouvert mon carnet. Celui où j'avais noté « 2 ans plus tôt maison au nom de Julie plus simple Camille comprendra ». J'ai pris un stylo, tracé un trait sur la phrase. Et j'ai écrit en dessous « Camille a compris, oui. » Mais pas comme il l'imaginait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier officiel, la clôture du dossier. Aucune procédure en attente.
Aucun appel. Tout était terminé. Je me suis servi un café et ouvert la fenêtre, et j'ai regardé la ville s'éveiller. La vie reprenait son cours, simple, tranquille. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin que quelqu'un me regarde pour exister. J'ai pris ma robe couleur sable, les pliai doucement, et les rangée dans un coffre en bois. Ce n'était plus une arme. C'était un souvenir, le symbole du jour où j'avais cessé de subir. Il m'a fallu 32 ans pour comprendre que la famille, ce n'est pas toujours le sens et parfois le courage de couper le lien avant qu'il ne nous étouffe. J'ai longtemps cru qu'aimer, c'était supporter, qu'on devait tout pardonner, tout excuser, surtout quand il s'agissait des nôtres. Mais le silence qu'on nous impose finit par devenir une prison. Aujourd'hui, ma vie est simple. Le matin, j'ouvre ma boutique, j'écoute le bruit du tissu qui glisse sous mes doigts, et l'odeur du café chaud se mêle à celle du coton frais. Il y a plus de cris, plus de regards qui jugent. Seulement la paix, et cette fierté discrète d'avoir reconstruit quelque chose à partir de rien. Parfois, en repassant une couture, je revois le visage de ma grand-mère. Elle me disait toujours: les coutures les plus solides sont celles qu'on ne voit pas. Je crois qu'elle parlait aussi du cœur. Je ne sais pas si Julie et moi nous reparlerons vraiment un jour. Peut-être. Mais je n'attends plus d'excuses ni de reconnaissance. La seule justice qui compte, c'est celle qu'on se rend à soi-même. Je ferme la boutique chaque soir à la même heure. Quand je passe devant la vitrine, la robe couleur sable est toujours là, éclairée par la lumière douce du soir. Elle ne m'appartient plus vraiment. Elle appartient à l'histoire d'une femme qui, un jour, a osé se lever et dire: je mérite d'exister. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.